Et nous sommes en direct de l'IHOP Léon Bérard pour cet événement un peu spécial aujourd'hui, puisque nous avons plusieurs clubs sportifs qui se sont rassemblés ici, comme on peut l'entendre. On entend des ballons de basket, des ballons de rugby, des ballons de foot et même des pompiers qui font des démonstrations au sein de ce hall de l'IHOP donc Léon Bérard pour l'événement du mois de septembre. C'est le septembre en or. Et j'ai donc avec moi deux joueurs de basket, pas n'importe lesquels, du club bien sûr de l'Asvel. Et j'ai avec moi donc Thomas Duchamp qui est espoir à l'Asvel Basket. Salut Thomas. Salut. Et j'ai aussi Johan Sissoko, espoir et pro à l'Asvel. Bonjour. Tu t'entraînes très souvent avec les professionnels. Ouais, tout le temps. Alors déjà, racontez-nous un petit peu votre venue ici là aujourd'hui. Comment vous vous sentez, quelles animations vous avez fait là depuis tout à l'heure? On nous a prévenu qu'on allait aller dans un hôpital où des jeunes enfants sont atteints du cancer. Donc nous on est là, on sort de l'entraînement, tout ça, mais c'est toujours un plaisir de venir pour leur faire partager notre passion, pour leur faire passer un bon moment et donc c'est que du positif. Thomas, toi tu avais l'habitude de rendre visite à des enfants justement du centre Léon Bérard, ou c'est ta première fois? Non, c'est la première fois que je fais ça. Donc là, on a fait un petit atelier basket où on les fait tirer, tout ça, dribbler, prendre des sensations avec la balle. Et ouais, c'est la première fois que je fais ça, je suis assez content. Alors j'ai une question pour vous deux. Comment sont les enfants justement là, aller sur leur niveau de basket sur les paniers? Parce que moi je vois depuis tout à l'heure, ça marque des paniers quand même. Ah, ça marque, hein. Ça marque des paniers, ouais. Non, franchement... Agréablement étonné du niveau? Il y a de l'adresse, hein. Il y a vraiment de l'adresse, hein. Ça vous fait peur là pour le futur? Ouais, nous, ça nous pousse à travailler parce que sinon, ils vont prendre nos places. Exactement. Ouais. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite pour eux justement. Et puis, de toute façon, ça sera la nouvelle génération qui vont vous suivre à l'Asvel. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de rencontrer les jeunes là aujourd'hui? Thomas? Et d'être proche avec eux, tout ça, faire découvrir le basket et puis changer un petit peu leur quotidien. Je pense que c'est pas un quotidien qui est facile. Donc on est là pour changer un petit peu les idées. Johan? Ouais, le but c'est de mettre des sourires sur des visages, c'est de faire partager notre expérience parce que c'est toujours enrichissant de connaître des sports, de pratiquer des sports, c'est toujours bien. Parce que surtout ils habitent dans une ville de sportifs, entre le rugby, le foot, le basket, etc. Donc c'est toujours bien qu'ils voient, par exemple pour le rugby, le ballon à quelle forme, pour le basket c'est une balle ronde comme le foot, mais pour le foot elle est un peu plus petite. Ouais, c'est toujours des choses qui sont bien à savoir. Alors, question un peu plus personnelle, généralement, ce sont les enfants ici de l'IHOP qui posent ce genre de questions aux sportifs. Donc, c'est à votre tour aujourd'hui d'y répondre. C'est des questions qui ont déjà été posées par le passé à d'autres sportifs. Vous allez avoir le même type de questions aujourd'hui. Depuis quel âge pratiquez-vous le basket? Johan? Thomas? Moi, depuis 7 ans, personnellement. 7 ans, Thomas, d'accord. Johan, à peu près, moi, c'est à la louche. 11 ans. Deuxième année poussant, c'est 11 ans. Ouais, 11 ans, 11 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 18 ans. D'accord, donc 7 ans aussi. Quels ont été vos plus grands défis de sportifs jusqu'à maintenant? Vous en aurez d'autres, bien entendu, par la suite. Johan, oui. Après le train de vie de sportif de haut niveau, c'est quand même quotidiennement, chaque jour... Attends, vous pouvez répéter la question pour pas... Quels ont été votre plus grand défi en tant que sportif jusqu'à maintenant? Il y en aura bien d'autres, comme je l'ai expliqué, mais... Ouais, après, c'est comme pour rentrer à l'Asvel. Le club est intéressé, tu dois faire des tests, c'est un défi d'y rentrer. T'as un gros match à gagner, c'est un défi de le gagner. Et en vrai, le plus gros défi, c'est d'être dans ce club parce que c'est un gros club. On sait que chaque week-end, l'équipe qui joue contre nous, ils nous jouent avec les canines. Donc chaque match qu'on aborde, qu'on joue contre les premiers du classement, qu'on joue contre les derniers, c'est un défi. Parce que la faim que les équipes elles ont de nous battre, c'est normal, elles voudraient être à notre place. Il y en a qui... tu vois, c'est des défis quotidiens. Je suis d'accord avec ce que Yohan a dit. Déjà, être dans le club, c'est un sacré défi. Et ensuite, c'est un défi quotidien. Toujours être au niveau, essayer de donner le meilleur de soi-même, tout ça. Alors, est-ce que vous souvenez de votre premier match en compétition? À l'Asvel?
à l'Asvel ou même ailleurs en compétition de basket, voilà, votre premier match, quelque chose qui vous a marqué peut-être quand vous étiez même plus jeune. Par exemple, toi, Johan, à 11 ans, par exemple, sur tes débuts. Moi, je me rappelle de quelques matchs. J'ai des petits flashbacks dans ma tête, mais je ne me rappelle pas de mon premier match. Mais moi, je sais que ce qui m'a marqué, c'est que moi, j'étais quelqu'un qui appréhendait beaucoup ce qui allait se passer. Et c'est quelque chose qui a vraiment changé. Mais je me rappelle de mes sensations que j'avais avant de commencer mes matchs. Je stressais beaucoup, je me posais des questions. Et donc ça, c'est quand même un truc qui est resté dans ma tête. Aujourd'hui, j'aborde plus le truc... c'est une chance d'être en bonne santé, c'est une chance de pouvoir être sur le terrain, donc on fonce quoi. Et pour toi, Thomas, oui. Mon premier match, je ne me rappelle pas non plus, mais les premiers matchs dont je me souviens, c'est des matchs que j'ai fait dans des tournois de sélection quand j'étais petit. Donc le TIC, tournoi intercomité. Et c'est les premiers matchs où tu découvres l'adrénaline, tout ça, l'intensité. Tu as vraiment envie de gagner contre les équipes adverses, tout ça, avec les bonnes équipes et tout. Donc ouais, c'est ça mon premier souvenir. De bons souvenirs en tout cas de compétition sur les premières sélections que vous avez eues. Alors comment vous vous préparez avant une compétition ? Est-ce qu'il y a des petits gris-gris, tout ça, que vous réalisez avant une compétition, avant un match par exemple ? Ouais, tout le monde a sa manière d'appréhender la compétition. Alors pour toi, Johan, justement. Alors moi je fais rien de spécial. Clairement, avant de commander une coupe, déjà faut savoir se mettre dans sa bulle. Et moi je prie, c'est ma manière d'aborder la compétition. Je prie, je parle avec mes proches, ma mère qui me donne des conseils, qui me motive beaucoup et voilà. Donc l'entourage familial pour toi et Thomas ? Moi ma routine personnellement c'est de me relaxer. Donc j'écoute de la musique, tout ça, j'essaie de me calmer, je fais des siestes. Et je mange beaucoup aussi avant la compétition. Ah bah justement, on va parler d'alimentation. C'est des questions aussi que les enfants ont à vous poser. Est-ce que vous faites attention à votre alimentation ? Et allez, quel est votre repas préféré avant une compétition ? C'est un classique, c'est les pâtes. Hein. Ah, Thomas, les sauce, pâtes. Peu importe, c'est Ok. les pâtes. Ah, une sauce préférée, tiens. Carbonara. Carbonara pour Thomas. Pour toi, Johan ? T'as dit le plat préféré avant une compétition, Oui, pas avant... le plat préféré tout court. Hein. Tu peux donner ton plat préféré, et tu peux donner celui que tu prends avant une compétition, par exemple, qui peut t'aider. Alors moi, en soi, mon plat préféré, c'est une spécialité ivoirienne, c'est les bananes à loco. Okay. Mais bon, c'est pas le truc que je vais manger avant un match. C'est pas ultra diététique avant un match, ok. Faut éviter. Donc ouais, nous avant un match, on mange des trucs simples, hein, que ce soit du riz, des pâtes. Et voilà, du poisson, voilà, des trucs qui sont pas lourds dans le ventre. Et du coup, ouais, en tant que sportif, on doit faire attention à notre alimentation parce que c'est quand même, il y a des risques de blessures, il y a des risques d'épuisement et tout. Donc l'alimentation, le sommeil, c'est les deux choses primordiales, ouais. D'accord. Alors il y a aussi des questions qui reviennent et en tout cas les auditeurs, auditrices les plus jeunes qui nous écoutent aiment aussi savoir ce type de réponse. Vous en tant que sportif, notamment dans le basket, c'est comment faites-vous pour gérer le stress avant une compétition importante ? Moi, comme j'ai dit, j'essaie de me relaxer au maximum. D'accord. Et je visualise le match, tout ça. Je pense déjà au match avant. Et voilà, c'est tout. Hein. Je pense à des actions positives. Action positive, se relaxer pour toi Thomas et Johan. Après, il faut savoir qu'on peut gérer son stress, mais du stress, il y en aura toujours avant un match, avant une compétition, parce que dans le sport en général, on est constamment jugé sur notre performance, donc on doit constamment être à la hauteur et c'est pour ça que ça met une certaine pression. Donc de la pression, il y en aura toujours. Mais ouais, la meilleure manière de me relaxer face à cette pression, c'est de me dire qu'en vrai, c'est que du bonus. C'est moi qui ai choisi d'être là et j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras et donc voilà, faut y aller, c'est tout. Alors qu'est-ce que le sport vous a appris sur la vie ? De manière générale. Plein de choses, oui, Thomas. La compétitivité, tout ça, la rigueur, le sérieux, être toujours concentré, tout ça. Ça apprend vraiment plein de choses. Et pour toi, Johan, l'esprit d'équipe, bien sûr. L'esprit d'équipe, parce qu'on fait un sport collectif. Et ouais, dans le sport, il y a plein de choses à respecter. Si on peut prendre le sport, mais dans le sport, il y a les horaires. Dans le sport, il y a le temps de sommeil. Donc ça apprend vraiment justement à adopter une discipline, le fait de bien manger. Tu peux manger mal, t'as pas une caméra qui est sur toi pour voir où tu vas, mais c'est vraiment toi, c'est soit tu prends ton projet, soit tu assumes ce que tu fais, ou voilà. Et donc cette discipline vraiment, le basket me l'a appris. Alors pensez-vous que le sport et même j'ai envie de dire l'activité physique en général
peut t'aider à surmonter des moments difficiles, comme la maladie par exemple. Ouais, Johan. Parce que moi, personnellement, le sport, ça m'aide toujours à me mettre dans ma bulle et à pas penser à des problèmes que j'ai. C'est un moment de plaisir, c'est un moment où tu te dépenses. Et donc après, c'est prouvé scientifiquement aussi que le sport, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. Donc c'est vraiment un moyen de faire une activité, de se dépenser, et c'est très important. Oui, pour toi, Thomas. Exactement comme Johan a dit, hein, c'est un moyen d'être dans sa bulle et vraiment tu t'écartes de tous tes problèmes, tout ça, tu n'y penses plus. Tu es juste là pour prendre du plaisir, tout ça, t'amuser et faire autre chose. Et une dernière question, allez, est-ce qu'il y a un message spécial que vous souhaiteriez transmettre aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, aux plus jeunes notamment, peut-être qui sont dans des clubs de basket amateurs ou même d'autres sports tout simplement, et les jeunes aussi à l'IHOP aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire et leur transmettre de spécial? Déjà, ceux qui font du basket, continuez vos efforts, tout ça. Et prenez du plaisir dans ce que vous faites, c'est important. Voilà, c'est tout. Très bien, Thomas. Johan? Moi, si j'aurais quelque chose à dire, c'est pour ceux qui font du sport en général, c'est d'être conscient que, tu vois, quand on vient à l'hôpital comme ça, tout le monde n'a pas les capacités physiques et la chance de pratiquer du sport régulièrement. Et c'est juste de se rendre compte de la chance qu'on a et voilà, de ne pas se plaindre pour un oui, pour un non, parce qu'on voit qu'il y a pire comme situation. C'est vrai. Donc message d'encouragement à pratiquer une activité physique, un sport, le basket notamment bien sûr, mais pas que. On est aujourd'hui avec plein d'autres sports ici à l'IHOP Léon Bérard. Merci à vous, merci Thomas, merci Johan. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve bien juste après pour d'autres interviews avec d'autres sportifs qui sont présents ici, et bien dans le cadre de cette septembre en or. Dans quelques semaines, 15 jours maintenant, ce sera l'octobre rose. Mais là, c'est le septembre en or, notamment pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai un joueur et une joueuse du Loup Rugby. Et donc en émission, nous avons Martin Page-Rollo. Bonjour Martin. Bonjour. Et Eneka Labéry. Bonjour. Donc Eneka Labéry qui est donc dans l'équipe Élite 1 féminine du Loup, c'est bien ça hein? Oui, c'est ça. Martin, alors comment se passe un petit peu cette venue aujourd'hui pour toi? Écoutez, c'est une journée qui est très importante, je pense, pour les jeunes qu'on vient voir, mais aussi pour nous. Ça nous permet de relativiser sur notre quotidien, et donc c'est très important dans les deux sens. Et pour toi, Eneka? Oui, je rejoins Martin, c'est une trop bonne journée. On est venu passer du bon temps avec les jeunes, jouer au rugby, donc tout ce qu'on aime, et je pense que ça leur fait plaisir aussi. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui vous a justement motivé un petit peu à venir ici au centre IHOP de Léon Bérard pour cette journée un peu spéciale dans le cadre de Septembre en Or? Nous, notre quotidien, c'est quand même de pratiquer notre passion. Et on sait que ces enfants ont plus de difficultés à prendre du plaisir que nous. Donc c'était important pour nous de transmettre un peu le plaisir qu'on a de jouer au rugby. Et on a essayé aujourd'hui du coup de leur transmettre un peu notre quotidien. Et pour toi, Eneka? Oui, apporter de la joie, montrer notre passion du rugby et voilà, faire transmettre un peu cette passion et rencontrer voilà, les enfants. Alors est-ce que vous aviez l'habitude de venir ici à l'IHOP ou est-ce que c'est la première fois pour vous deux? Pour moi, c'est la première fois. Ouais, première fois aussi. Ok, première fois pour tous les deux. Alors on sait que le Loup est très investi au centre Léon Bérard notamment. Il y a souvent des animations qui sont faites. On a pu avoir ici, sur le même canapé, c'est le fameux canapé rouge de l'émission radio. On a eu aussi Baptiste Couillou, voilà, et Louane qui était avec nous dans une précédente émission. Et justement, mais les enfants aussi ont des questions à vous poser. Alors c'est moi qui vais les poser aujourd'hui, mais c'est bien sûr les enfants qui les ont écrites. Alors pourquoi avez-vous choisi le sport et notamment l'activité de rugby? Martin, c'est venu comment? Honnêtement, j'en sais rien parce que mon père joue au foot, mon grand frère joue au foot. Ah non, rien à voir. Rien à voir. Et moi, j'ai eu ma première licence à 5 ans au rugby, donc honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est venu lors d'une inscription, c'est ça, c'est la famille qui t'a inscrite et puis derrière,
t'as plus quitté le ballon ovale. Ouais, tout à fait. J'avais fait la demande du coup de jouer au rugby, mais vous dire pourquoi, j'en sais rien. Et donc depuis ça émane de toi en fait. Ouais. D'accord. Mais j'en ai aucune idée pourquoi. C'est bien, c'est déjà que tu avais la vocation de jouer au rugby. Hein. Surtout qu'en plus, quand tu as une famille qui fait du football, derrière, on est plus disposé généralement à suivre la même lignée, à faire également du football. Et pour toi, Eneka, comment t'es venue l'envie de faire du rugby? Moi j'ai suivi un peu mon meilleur ami, on se suivait un peu partout, on faisait un peu les mêmes sports et il faisait du rugby. Oui. Donc je l'ai suivi et j'ai commencé le rugby avec les garçons et après je suis passée avec les filles quand j'avais l'âge. Très bien, donc on peut dire merci à ton meilleur ami qui maintenant te permet d'évoluer en e-Ligue 1 féminine et notamment pour le Loup. Donc depuis quel âge, j'ai envie de dire, pratiquez-vous le rugby? Tu l'as dit toi Martin, 5 ans, Eneka depuis quel âge? Moi depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait 9 ans. Alors comment vous préparez-vous également durant les compétitions sportives, Eneka? Moi j'aime bien écouter de la musique, c'est vrai, un peu mes playlists qui me donnent un peu de joie, comme ça j'enlève un peu, j'élimine un peu tout ce qui est stress, tout ce qui est appréhension, adrénaline. Et parler avec mes copines, relativiser, penser c'est sûr au match, mais avoir un peu d'amusement et de relativiser, d'être joyeuse quoi. Ok, donc on écoute de la musique pour toi avant le match, Martin, de ton côté? Moi j'écoute de la musique aussi, je suis pas très gris-gris ou chaussette gauche en premier. Donc pas de rituel spécifique? Non, pas de rituel. Moi j'écoute plutôt des musiques calmes pour rester focus sur mon match, mais pas de musique de motivation ou autre qui m'énerve, juste des musiques calmes. Ouais. Ok, alors quels sont votre meilleurs souvenirs de sportif jusqu'à maintenant? Vous en aurez bien sûr d'autres par la suite. Votre meilleur souvenir de sportive et de sportif, Eneka? Moi il est assez récent, c'était la tournée Summer Series en Italie avec l'équipe de France moins de 20 ans. Voilà, c'était incroyable et en plus on a gagné nos 3 matchs donc c'était une super aventure au soleil, c'était trop bien. Au soleil en portant le maillot bleu justement. Oui. Pour toi Martin? Et moi j'ai eu la chance de soulever le bouquet de Brennus, donc je pense que ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Et j'ai aussi participé à la Coupe du Monde avec la sélection italienne, donc je peux aussi le nommer. Et oui, Martin qui est international italien, poste demi-mêlée. Et aujourd'hui donc au Loup avec un match ce samedi contre Castres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du match de samedi? On va un petit peu en parler sans forcément rentrer bien sûr trop dans les détails. Hein. Voilà, faudrait pas que les équipes adverses écoutent. Et pour toi et Eneka aussi, parce que tu as ton premier match aussi d'E-Ligue 1 féminin qui attaque ce week-end. Pour toi Martin? Oui, on reçoit Castres samedi et on est sur une dynamique qui est totalement différente cette année puisque l'année dernière était assez compliquée pour le Loup rugby. Là on est sur 2 victoires sur 3 matchs. Invaincu à domicile, donc on espère continuer ce week-end. Eneka, premier match pour vous, pour le Loup? Premier match à la maison, donc on se prépare pour gagner forcément et entamer cette saison comme il faut. Et... Rappelez contre qui vous jouez premier match? Oui, on joue contre Montpellier, donc on les reçoit à la maison, donc voilà, bonne opportunité pour commencer très bien cette saison à la maison. Donc, une belle équipe montpelliéraine, mais en tout cas un bel effectif aussi lyonnais cette saison. Oui, avec des ambitions. Ouais. Avec des nouvelles filles qui arrivent dans l'effectif, donc ça promet pour Montpellier là, pour ce week-end. Alors on va repartir sur des questions un peu plus personnelles justement que les enfants ont à vous poser et aussi aux auditeurs et auditrices qui seront intéressés pour écouter un petit peu vos conseils. Quand vous avez parfois des doutes dans des moments de match, de compétition, de saison, comment faites-vous pour rester motivé? Allez, Eneka. Moi, j'aime bien relativiser en pensant à ce que j'ai déjà vécu, qui s'est bien passé. Essayer toujours de me dire qu'il y a plus grave dans tous les cas et que ça peut être, c'est assez banal et que comme c'est une passion et que c'est moi qui l'ai décidé, autant le vivre à fond et me dire que c'est moi qui ai décidé ça, donc mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien et que j'ai pas de doute sur ça. Positiver sur des actions passées notamment. Exactement. Pour toi Martin? Moi c'est plus le sens de me rapprocher de pourquoi j'ai commencé à faire ce sport, donc c'était par pur plaisir de jouer au rugby.
Donc du coup c'est sûr que dans une saison il y a beaucoup de moments de doute, on se remet beaucoup en question. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier pourquoi on joue premièrement. Et moi c'est particulièrement parce que j'aime vraiment ce sport, donc je reviens à cette notion de plaisir. Alors, autre question qui est également posée par les enfants. Avez-vous une passion, une activité en dehors du rugby ? Je joue beaucoup au golf et au paddle. Et extra, je joue de la guitare en ce moment, j'essaie de m'y mettre, donc c'est pas une passion, mais j'essaie de m'y mettre. Peut-être que tu viendras ici la prochaine fois à l'IHOP avec ta guitare pour nous interpréter un petit morceau. Certainement pas. Ah dommage, je voulais lancer le défi. D'accord, donc là il y a du paddle et aussi de activités sportives, mais aussi culturelles avec la guitare tout récemment. Pour toi, Eneka ? Moi j'ai aussi un ukulélé qui prend la poussière là, donc je viendrai pas non plus avec Martin. Oh bah ça aurait été sympa, dis donc, on aurait pu organiser justement un petit concert là. Non, sinon moi mes passions c'est vraiment le sport en général. Je pense que j'aime tous les sports et j'adore peindre. Voilà, avec mes amis on aime bien peindre. Et voilà, faire de la randonnée, sortir dans la nature, ça fait du bien. Voilà. Qu'est-ce que le rugby vous a appris sur la vie ? Martin, sur les valeurs par exemple qui ont pu être transmises à travers ce sport. Ouais, les valeurs, c'est des valeurs, ça va être un peu cliché de dire ça, mais je dirais solidarité, solidarité, fraternité. Ouais, ça apprend tellement de choses et à la fois ça se rejoint, mais voilà, savoir vivre en groupe et puis à chaque fois donner ce qu'on peut individuellement pour le collectif, toujours servir un collectif et donc voilà, jouer pour les copines. Et surtout le dépassement de soi qu'on a réussi à apprendre, quoi. Ouais. Ok, très bien, donc c'est important de se dépasser, ça c'est aussi les valeurs du rugby, l'entraide, le collectif, hein, c'est un sport d'équipe. Comment prenez-vous soin de vous pour rester en forme ? C'est important quand on parle de sportifs de haut niveau comme vous. Comment ça se passe ? C'est sûr qu'au quotidien, on a beaucoup de sacrifices à faire concernant la nutrition, l'hydratation, etc. Mais je rebondis aussi sur ça pour dire qu'il y a aussi des moments importants qui sont notamment après les matchs où c'est important de se réunir et de boire un petit coup. Et ça permet aussi de prendre un plaisir, comme je l'évoquais tout à l'heure, un plaisir commun, mais aussi de créer un bon groupe, un groupe vivant et ça en fait partie. Eneka ? Ouais, c'est un peu l'entraînement invisible, c'est la nutrition, l'hydratation, la récupération, le sommeil. Voilà, ça fait partie de ça. Donc oui, c'est sûr, c'est une vie particulière parce que c'est un peu des sacrifices, parce qu'on ne va pas sortir tous les soirs à boire des coups et tout, mais on l'a décidé et on aime ça. Donc voilà, prendre soin de son corps, ça passe aussi par là. Prendre soin de son corps, mieux bouger, mieux s'alimenter également. Et c'est une des questions que les enfants ont aussi à vous poser. Est-ce que vous faites attention à votre alimentation ? Et également, quel est votre plat et votre repas préféré avant une compétition ? Bien sûr, avant une compétition. Vous pouvez donner le préféré si vous voulez, si c'est un autre plat, et on compare les deux. Avant la compétition et les plats préférés en général. Eneka ? Donc moi j'essaie de faire attention à mon alimentation, des fois ça fait du bien de manger du sucre. Avant une compétition, on aime bien bruncher avec les filles, voilà, c'est des pancakes avec du fromage blanc et avec des œufs brouillés, voilà, des protéines et un peu de glucides. Sinon après un match, oui, un gros burger, ça c'est le plat préféré, oui. Ah, le repas d'après-match, ouais. Bien sûr, on fait plaisir. Martin, pour toi, est-ce que tu fais déjà attention à l'alimentation ? Et puis derrière, je sais qu'il y a forcément des objectifs aussi pro derrière, hein. Il y a des nutritionnistes, tout ça, des coachs qui vous suivent. Mais voilà, est-ce qu'il y a aussi un petit plat préféré qui peut se faire avant, après ? Oui, je fais attention à ce que je mange, mais j'adore les fast-food aussi. Et vu que je suis le plus maigre de l'équipe et le plus léger, je peux m'autoriser plus de jokers que certains joueurs. On citera pas lesquels. On citera pas lesquels. Mais après, non, un plat préféré, j'aime le lasagne, j'aime un peu tout. Je suis pas difficile. Très bien. Est-ce qu'il y a un message spécial que vous souhaiteriez transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, à la fois à l'IHOP et aussi aux enfants, aux plus jeunes filles et garçons qui font du rugby, qui ont peut-être un jour l'envie d'aller sur un cursus plus professionnel ? Quel message vous pouvez leur transmettre à tous ces jeunes qui nous écoutent, garçons et filles ?
Martin. Moi, c'est un peu la valeur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est prendre beaucoup de plaisir dans tout ce qu'on fait. Là, on a vu des jeunes qui n'ont pas une vie facile et qui ont le sourire jusqu'aux oreilles. Donc voilà, c'est dans des moments comme ça où on se rend compte que prendre beaucoup de plaisir, c'est très important. Eneka? Ouais, je rejoins totalement Martin et puis voilà, y croire aussi. Je pense que si on y croit, on peut. Donc ne jamais hésiter à vouloir faire ce qu'on veut et aller au bout des choses si c'est possible de le faire. Et toujours cette notion de plaisir au cœur des projets, c'est hyper important. Et même quand on est une fille, on peut aussi faire du rugby, la preuve est Exactement. avec toi en élite 1 féminine au Loup. Donc premier match, on le rappelle, ce week-end, ce dimanche d'ailleurs, c'est contre Montpellier à domicile. Et puis samedi à domicile également contre Castres, top 14. Voilà, donc deux matchs en jeu et 2 beaux matchs à domicile au Loup Rugby. Merci à vous en tout cas pour tous ces échanges, ces interviews. Merci à vous. Et puis on se retrouve juste après avec d'autres interviews de joueurs, de joueuses. Et on a notamment un préparateur physique de l'OL féminin. Ça va être intéressant aussi de l'avoir en émission. Merci à Yacine qui était là avec nous, qui fait la régie, qui va pouvoir aussi lancer le jingle de fin. Voilà, donc tu vas pouvoir appuyer sur le bouton. Merci à tous, on se retrouve juste après. Merci. Nous avons Amélie qui est enseignante APA au sein de l'IHOP et aussi du centre Léon Bérard. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc Amélie, tu vas pouvoir juste après nous parler un petit peu de cet événement, de l'organisation fédérée autour des différentes disciplines sportives et des invités qu'on a eu aussi en émission, les différents sportifs et sportives de cet événement. Et j'ai également donc un autre invité, sportif aussi, Rémi Pulara, qui est en fait préparateur physique à l'OL féminin. C'est ça, bonjour, je suis préparateur physique à l'OL féminin et aujourd'hui je suis très content d'être ici sur cet événement avec les enfants pour pratiquer de l'activité physique adaptée avec eux. Eh bien super, on va venir un peu plus en détail justement sur ta venue et sur l'atelier que tu as donc présenté ici dans le hall, voilà, à côté de nous. On a bien sûr aussi toujours Yacine qui nous assiste en régie, c'est lui donc qui va balancer les jingles et qui règle aussi les micros. Alors Amélie, présente-nous un petit peu cet événement, voilà, l'organisation autour de cette journée, de cette belle journée avec les différents clubs. Ouais, Septembre en Or, en fait, c'est un mois qui résonne notamment pour nous les enseignants APA. On accompagne les enfants toute l'année et c'est un mois où on met justement l'accent sur ces maladies pédiatriques qui sont un peu mises de côté, autant sur la recherche que le reste. Nous, on accompagne ces enfants toute l'année et l'idée de Septembre en Or, c'est de les mettre un peu en avant sur les challenges sportifs et pas que, juste de maintien d'activité physique nécessaire aussi pendant la prise en charge. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a lancé ce projet de Septembre en Or où on a nos partenaires, donc plus les années avancent, plus on a de partenaires, donc ça c'est chouette, je les remercie. On a le Loup, on a l'Asvel, depuis 2 ans on a les pompiers de Lyon aussi et cette année Rémi s'est joint à nous pour le projet. Donc c'est top, tout le mois de septembre on challenge les enfants avec des petits défis qui ont été envoyés soit en vidéo, soit des idées de défis qui nous ont été transmises. On les défie tout au long du mois et du coup pour les remercier, on organise cet après-midi avec nos partenaires qui se déplacent, qui assurent des ateliers, qui vont à la rencontre des enfants qui sont en chambre stérile aussi. Et du coup l'idée c'est de partager avec eux à la fois la pratique de l'activité physique mais aussi le plaisir que ça procure d'être tous ensemble. Alors tu l'as mentionné, Rémi est avec nous justement, toi qui es donc préparateur physique à l'OL féminin, tu es présent aujourd'hui, donc c'est la première fois que tu viens à l'IHOP ou tu étais déjà venu dans le cadre d'autres actions ? Non, du coup c'est la 2e fois que je viens ici et c'est la première fois que je fais ce type d'action à l'IHOP. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rencontrer ces jeunes-là à l'IHOP aujourd'hui ? Alors mon but c'est de transmettre de la joie, du plaisir aux enfants, de aussi expliquer mon métier, de parler du métier de préparateur physique, de pratiquer du football avec eux, un sport qui est universel et qui est facile à pratiquer. Voilà. Et aussi, il y a eu une deuxième origine pour laquelle je viens, c'est que j'ai un projet par rapport au cancer qui est du coup d'effectuer de nombreux défis sur l'année 2024. Le projet s'appelle 366 défis contre le cancer et le but c'est de récolter des dons. Et donc aujourd'hui je suis à la recherche notamment d'entreprises pour récolter des dons et avancer sur cette récolte en sachant que les dons serviront à des financements qu'on a mis en place avec le centre Léon Bérard. 2 financements. Le premier c'est les robots de téléprésence qu'utilise le centre Léon Bérard pour garder un lien social avec les familles, avec les amis et également aussi sur l'équipement sportif. Étant donné que je suis préparateur physique, ce projet-là
m'a beaucoup impacté parce que certains enfants ne peuvent pas pratiquer l'activité physique quand ils sont isolés et du coup on a besoin de certains équipements. Donc l'investissement dans des équipements et dans ces fameux robots justement qui permettent d'avoir du lien avec les jeunes dans le sport, mais pas que aussi. On l'a vu aussi dans le culturel avec le festival Lumière également où les jeunes peuvent directement échanger avec un petit peu les stars, les célébrités qui sont sur le tapis. Donc ça c'est plutôt en tout cas intéressant. Pourquoi 366 défis ? Alors, on a 365 jours, il y en a un de plus. Est-ce que ça correspond au calendrier ou pas du tout Bien sûr, ça correspond à l'année 2024 où il y a 366 jours. Et c'est aussi pour impacter les personnes déguiser la curiosité d'avoir ces questions-là du coup et que le projet et le nom du projet impacte les gens. Bien sûr, ça a parfaitement du sens. Donc là, on vient d'apprendre, auditeur, auditrice, qu'il y avait 366 jours pour cette année 2024 du coup. C'est ça, c'est exactement. Ça. Ok, super. Moi, je viens de l'apprendre en tout cas. Je suis pas venu pour rien. C'est une année avec année bissextile. Eh oui, c'est vrai, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que je suis pas forcément fin connaisseur, mais c'est bien. On en découvre tous les jours et aussi l'important aussi de cette émission, de découvrir aussi pas mal de choses qui peuvent nous aider par la suite. Comment penses-tu que le sport et comment pensez-vous même que le sport ou l'activité physique peuvent aider à surmonter les moments difficiles ? Je te laisse répondre en premier. Amélie, allez en premier en tant qu'enseignante APA. Alors moi en tant qu'enseignante APA, je vais rester très factuelle sur les choses qui sont prouvées aujourd'hui. L'activité physique aujourd'hui a de nombreux bénéfices, à la fois sur l'accompagnement des enfants pendant les traitements vis-à-vis de la réduction de la fatigue. Ça réduit quand même de 30%, scientifiquement prouvé. Je ne vous invente pas de chiffres. Ça réduit aussi les effets secondaires, l'impact des effets secondaires des traitements et surtout le lien social, le bien-être. Vraiment un côté très lien aux autres et à ce qu'ils ont connu aussi sur leur vie avant la maladie et ce qu'on veut les amener à retrouver derrière. Donc c'est vraiment cette continuité de prise en charge. Ils ont pour la majorité tous fait du sport avant. Ils feront pour la majorité, je le souhaite, tous du sport après aussi. Nous l'idée c'est que pendant cette pause on va dire de la vie quotidienne, ils puissent continuer à avoir l'enfance qui continue à se faire malgré tout à travers le sport, à travers les activités physiques. On s'adapte à l'espace, on fait en chambre, on fait dans des couloirs, on fait dans une salle d'activité physique qu'on a à disposition à l'hôpital. Voilà, on est là pour leur procurer un moment de détente, de plaisir, d'évasion, un peu loin des traitements, loin des blouses blanches et loin des bip-bip qu'il peut y avoir avec leur perche, quoi. Bien sûr, et pour toi Rémi justement, l'importance. Oui, tout à fait. Donc, on a fait un point sur l'aspect scientifique avec notamment cette donnée que tu nous as donnée. Moi, je pense aussi que pendant cette pause-là, pendant la maladie, on cherche aussi à avoir du plaisir, à rester dans cette bulle où on est des enfants un peu insouciants. Et le sport permet du coup de retrouver ça, d'avoir des pauses dans sa journée où on pose un petit peu le cerveau et on prend du plaisir avec les enseignants APA, avec d'autres enfants qui sont dans la même situation que nous. Et aussi, ça développe des valeurs de solidarité, de respect, d'entraide. Donc voilà, le sport pour moi c'est toute ma vie aussi parce que je suis préparateur physique, j'ai fait des études dans le sport et bien sûr pour moi je suis persuadé que ça a de nombreux bienfaits sur la santé et sur le mental. Et je pense aussi, et je rebondis un petit peu avec ce que tu dis Rémi, sur le lien entre le sport de haut niveau et la maladie finalement. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais ces enfants, ils ont besoin d'une vraie prépa mentale. Ils ont besoin d'une vraie condition physique pour pouvoir lutter contre à la fois la maladie, mais aussi les traitements qu'ils reçoivent. Et je pense que cette chance qu'on a d'avoir ces partenaires de sport de haut niveau, que ce soit les préparateurs ou les joueurs, c'est aussi un moyen pour les enfants de s'identifier à l'importance que ça a d'avoir une routine, que ce soit nous à travers la dépense physique, mais aussi à travers le travail mental et tout ce que ça engendre en fait pour eux de changer de vie comme ça du jour au lendemain. Alors la prochaine question, c'est plutôt une question qui est adressée généralement aux sportives qu'on a en émission, mais si vous êtes aussi sportive de votre côté, c'est comment prenez-vous soin de votre corps pour rester en forme. Voilà, alors les conseils que vous allez pouvoir, peut-être pour vous, comment vous prenez soin de votre corps, mais les conseils que vous allez pouvoir donner en tant que préparateur physique notamment et enseignante APA. Alors moi je parlerais plutôt de routine dans sa semaine déjà, c'est-à-dire que
Le sport, ça peut être pratiqué pas forcément tous les jours, mais d'avoir plusieurs fois dans la semaine des moments qui vont de 10, 15, peut-être jusqu'à 30 minutes au départ pour certaines personnes. La marche en fait partie. On parle de sport de haut niveau, mais juste sortir dehors, aller faire ses courses en marchant, aller voir sa famille si elle est proche en marchant, c'est une activité physique. Donc l'activité physique doit être présente dans sa semaine. Et après, quand on augmente un petit peu ses objectifs et qu'on cherche un peu plus de performance entre guillemets, ce que je conseille, c'est de la progressivité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir tout avoir tout de suite. Le sport, c'est quelque chose qui se voit plutôt sur le long terme. Quand on parle de santé, la santé, c'est pas forcément celle qu'on a à 20 ans, c'est d'avoir une santé la plus optimale de nos 20 ans jusqu'à la fin de nos jours, si je peux le dire. Et du coup, cette progressivité est très importante et régularité. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque mois, il faut quand même avoir certains objectifs, garder une continuité, déjà pour progresser, pour garder du plaisir dans la progression et notamment pas se blesser. Pour toi, Amélie ? Moi, je rejoins vraiment sur l'importance du mouvement quotidien, au final. On n'est pas dans un objectif de performance, comme le disait Rémi. Vraiment, l'idée, c'est d'être le plus actif possible, quand on a un travail sédentaire, se lever plusieurs fois dans la journée et venir marcher, monter des escaliers plutôt que prendre les escalators. Ça va être vraiment un petit peu tous les mouvements qu'on peut mettre dans le quotidien. Ça va être trouver une activité de plaisir qui ne soit pas une charge aussi mentale pour soi, de se dire oh là là, j'ai encore entraînement, mais j'ai envie d'aller faire cette activité, j'ai envie de bouger. Donc il faut avoir ce côté aussi ludique. Alors nous aujourd'hui on est adultes, mais je pense qu'on a une âme d'enfant un peu toute notre vie. Donc c'est trouver, Rémi, lui ça a été le foot, aujourd'hui il en a fait sa carrière. Moi ça va avoir été la natation ou d'autres sports, mais il y en a pour qui juste le plaisir, ça va être de se lever et de marcher pendant une demi-heure. Et c'est un super objectif et il faut le garder, la régularité, c'est ce qui est le plus important. Qu'on appelle aussi activité physique modérée. Exactement. Exactement. Alors, est-ce qu'il faut faire attention à son alimentation ? En fait, c'est plutôt la question qu'on pose aux joueurs, c'est est-ce que vous faites attention à votre alimentation ? On va dire la même chose, bien sûr. Voilà, pas forcément, vous serez étonné un petit peu des différents résultats qu'on a pu avoir. Et quel repas faut-il prendre avant une compétition ? La question qu'on pose généralement, c'est quel est ton repas préféré avant une compétition ? Alors, mais vous pouvez donner le vôtre aussi, vos repas préférés, avant une compétition et même après une compétition. J'aimerais déjà répondre à la première question par rapport à l'alimentation. On dit souvent que le système digestif est le deuxième cerveau et on dit aussi souvent que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. Moi, je prône plutôt une hygiène de vie optimale, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans la restriction totale. Il faut garder du plaisir dans son alimentation. On peut manger sainement en gardant du plaisir dans ce qu'on mange, en ayant quelques écarts. Mais pour moi, oui, c'est un équilibre de vie aussi à avoir. Alors pas forcément pour nos objectifs sportifs, mais pour se sentir bien mentalement, physiquement. Donc pour moi, oui, c'est très important de faire attention à son hygiène de vie et son alimentation. Je le rejoins encore une fois, l'alimentation fait partie de la condition physique. Au final, si on mange sale et qu'on ne bouge pas, on met pas les chances de son côté. Encore une fois, je pense qu'on peut parler de régularité. Au final, on a le droit de se faire plaisir, c'est comme tout. Il y a des jours où on se lève, on va pas faire de sport, on est comme tout le monde, on n'est pas surhumain en fait. Donc on a le droit aussi de faire des écarts et de manger une fois de temps en temps un truc qui nous fait vraiment envie. Mais je pense que l'alimentation, c'est comme l'activité physique, il faut rester régulier, rester, comme le dit Rémi, dans une hygiène globale qui soit propre. Et c'est ça qui au quotidien va permettre d'être dans les meilleures conditions, quoi. Et sur la deuxième question, là, si vous avez du coup les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, notamment on va dire aussi les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, allez, avant une compétition, c'est quoi le meilleur repas par exemple ? Toi Rémi, qu'est-ce que tu préconises aux joueuses ? Alors tu es préparateur physique, j'imagine qu'il y a aussi des coachs nutritionnistes, qui accompagnent aussi les joueuses. C'est quoi un peu ce que tu pourrais donner comme petit conseil aux auditeurs, auditrices ? Les conseils ou ce que je mange les conseils et tu donneras toi ce que tu manges, tiens. Du coup, les conseils que j'aurais, c'est d'avoir les macro-aliments qu'on a dans notre assiette, donc tout ce qui est glucides, lipides, protéines, d'avoir un équilibre de répartition dans son assiette avec une favorisation de glucides pour avoir de l'énergie le jour de la compétition, notamment aussi des lipides qui apportent de l'énergie et des protéines.
Tout ce qui est fibres, c'est-à-dire que tout ce qui est légumes, il faudrait plutôt éviter parce que c'est plutôt plus long pour la digestion. Notamment aussi tout ce qui est gras, éviter une alimentation grasse la veille de la compétition. Et en ce qui me concerne moi, mon repas on va dire un peu favori, alors pour mes compétitions à moi c'est plutôt tout ce qui est marathon, triathlon, donc course d'endurance, je cherche plutôt à avoir du riz qui est facile à digérer avec une protéine, donc soit des œufs, soit du poulet, et en accompagnement de l'avocat, et pour moi c'est un repas qui est parfait. Ok, très bien, donc du riz et de l'alimentation, donc bien sûr équilibrée, un peu de protéines, et on évite un petit peu les légumes la veille d'une compétition. Amélie, un petit conseil et toi, ce que tu apprécies par exemple avant une compétition, tiens. Le conseil, ça va être le même. Moi, j'ai fait de la natation en compétition et on avait l'habitude de nous dire voilà, les veilles, c'est plutôt privilégier des pâtes, du riz, des choses comme ça. Ça rejoint exactement ce que dit Rémi, du coup, donc manger équilibré tout le long, et les pâtes font partie des choses nécessaires pour. C'est l'essence un peu de notre corps, donc il faut lui en donner. Les veilles de compète encore plus, parce que le lendemain, on utilise beaucoup plus d'énergie qu'habituellement. Moi, mon péché mignon avant les compètes, c'est les lasagnes. Il y a des pâtes, il y a des protéines, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est les petites choses comme ça il faut que ce soit réconfortant quand même, malgré tout. On a quand même une alimentation qui est stricte. On s'impose une alimentation qui soit carrée, comme on disait. Les veilles de compète, il faut essayer de réfléchir à ce qu'on peut manger, mais sans se restreindre non plus, et que le lendemain, on reste performant malgré tout. Une question justement qui peut être donnée par les enfants. Toi Rémi, c'est quoi la journée type d'une joueuse de l'OL féminin ? Alors la journée type d'une joueuse de l'OL féminin, la journée commence par le réveil. C'est très important parce qu'à leur réveil, elles ont un questionnaire à remplir sur leur téléphone. Ce questionnaire-là prend en compte différentes questions pour savoir leur humeur, leur état de forme, est-ce qu'elles ont des douleurs, comment elles se sentent dans la journée. Donc nous, ça nous permet de récupérer ces données-là en réunion à partir de 9h et d'avoir un peu un visuel sur leurs conditions physiques et mentales du jour. Ensuite, je dirais qu'après le réveil, il y a le petit déjeuner qui est très important aussi. C'est le premier repas de la journée, c'est ce qui permet de lancer la journée. Et derrière, il y a le trajet pour aller au club. Donc à l'arrivée au club, où ici dans cette partie-là il y aura l'échauffement, donc tout ce qui est activation en salle, le fait de réveiller le corps, de préparer le corps à la séance d'entraînement qui va suivre. On peut aussi à ce moment-là interroger les joueuses, savoir comment elles se sentent, leur donner des conseils sur l'entraînement. S'il y a eu une douleur la veille, les questionner, savoir si la douleur est passée ou pas, si elle n'a pas indiqué dans le questionnaire. Et derrière, ensuite, il y a l'entraînement qui se déroule du coup sur le terrain de foot avec l'entraîneur, où là, la séance peut durer en moyenne entre 1 heure et 1h30. Et derrière cette séance d'entraînement, il y a le repas et des soins qui sont apportés aux joueuses avec les kinésithérapeutes. Donc c'est la récupération, ce qu'on appelle la récupération dans le sport. Et ensuite, elles sont souvent sollicitées sur des médias, sur des sponsors, sur de l'activité un petit peu extra sport. Et derrière, c'est la récupération avec le sommeil qui est très important avant de recommencer la journée d'après. Et la veille d'une compétition, ou même le jour d'une compétition, un peu leur journée type, ça change un petit peu, j'imagine forcément. La veille déjà, sur l'engagement physique. Exactement, du coup, avant une compétition, l'entraînement du coup est un peu plus light. Le but c'est d'activer un petit peu toutes les filières, tous les besoins qu'elles auront le jour suivant, sans amener trop de fatigue. Et ensuite, le jour de la compétition, il y a toujours un repas entre 3h30 et 4h avant le match. S'ensuit une causerie de l'entraîneur qui explique du coup la composition, un peu comme on peut voir sur des équipes amateurs quand on est jeune et qu'on fait du football. Et ensuite, il y a l'échauffement d'avant-match et le match qui se déroule. D'accord. Quel message vous souhaiteriez transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, aux plus jeunes qui sont dans une activité sportive ou pas du tout même, même aux jeunes de l'IHOP Léon Bérard qui pourront écouter ce podcast? Amélie. Pour moi, le plus important à retenir, c'est de se faire plaisir et de garder le mouvement. La sédentarité, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Donc on est là aujourd'hui à l'hôpital, on arrive à faire bouger ses enfants. Donc
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important à retenir, c'est que si en étant malade, aujourd'hui, on arrive à les faire bouger, c'est que tout le monde peut bouger. Ils sont pleins de ressources, peu importe l'âge. On est plein de ressources, même nous, des fois on se blesse, on reste sportif, on se blesse, et on redémarre, on repart et la régularité fait qu'on retrouve la condition. L'idée, c'est vraiment de garder cette motivation, de trouver cette activité qui nous tire vers le haut et de prendre plaisir, mais de prendre plaisir en bougeant. Rémi ? Alors, pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Amélie, je dirais que le plaisir, c'est ce que j'allais dire en premier. Au revoir. Le plaisir, c'est ce que j'allais dire en premier, s'il faut trouver beaucoup de plaisir dans sa pratique, mais pour trouver du plaisir, il faut trouver d'abord sa pratique. Il ne faut pas forcément se comparer aux autres. Certains voudront faire, comme Amélie, de la natation, d'autres de la course, d'autres du football, du basket, d'autres sports, différents sports. Le plus important, du coup, c'est de trouver ce qu'on aime, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de bouger tous les jours. Et ensuite, par rapport à ça, l'entretenir, garder du plaisir, se fixer des objectifs et garder un petit peu cette discipline de se dire le sport c'est très important. Maintenant on le sait depuis pas mal de temps et développer cette culture du sport, que ce soit pour nous mais aussi notre entourage, essayer de donner un petit peu l'envie à notre entourage de faire du sport, l'envie de bouger, de faire quelque chose. Et pour moi c'est dans une première étape c'est de pratiquer pour soi, mais ensuite aussi de le transmettre aux autres. Et ce n'est pas que de la performance. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Nous, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont été interrogés sont là dans un objectif de performance. Nous, on est là pour transmettre aussi cette notion de plaisir et ne pas forcément penser à la performance et vouloir être meilleur que les autres et vouloir faire de la compétition. Il y a le droit de faire de l'activité physique ou du sport sans compétition. Donc c'est vraiment trouver sa pratique, sa phase, son projet et s'y tenir. C'est ça qui compte le plus. Trouver l'activité qui vous fera du bien sûr au quotidien. Merci à vous pour ces beaux échanges et ces précieux conseils. Prochaine étape pour toi Rémi, prochain match avec l'OL féminin. C'est ça, exactement, prochain match vendredi contre Strasbourg. Voilà, contre Strasbourg à domicile. À domicile. Voilà, donc on sera derrière les joueuses de l'OL pour les encourager dans ce championnat. Bon, elles partent encore une fois favorites, hein. On va pas se le cacher comme presque chaque année. Voilà. En tout cas, c'est une belle équipe de Lyon qui rayonne sur la scène nationale, mais aussi bien sûr internationale et européenne. Amélie, prochaine étape un peu pour vous, Centre Léon Bérard. Bon, c'est chaque jour une étape, mais Octobre Rose dans 15 jours. Octobre Rose pour nous, là, avec encore de belles journées, mais réservées plus orientées sur le cancer du sein. Donc on garde la lutte contre le cancer en tête et chaque mois son combat. Pour le moment, c'est les enfants et dans 5-6 jours, ce sera pour d'autres personnes, mais toujours en lutte contre cette maladie. Eh bien, très bien. On sera là aussi pour vous suivre dans ces étapes. Merci à vous pour ces témoignages. Merci. À très bientôt. On va se retrouver avec nos derniers invités juste après. C'est donc deux sapeurs-pompiers qui vont nous parler un petit peu de leur venue ici et les activités qu'ils ont proposées auprès des jeunes. Merci. Merci. Et nous sommes de retour toujours à l'IHOP Léon Bérard dans le hall justement de l'IHOP avec nos deux invités dans le cadre de cet événement, donc ce mois de septembre qui est le mois en or de lutte contre les cancers pédiatriques. Et on a de nouveau Amélie qui est toujours avec nous au plateau. Là. Voilà, toujours avec nous, la bonne humeur, la joie, donc enseignante APA au sein de Léon Bérard. Et nous avons aussi avec nous notre premier invité, parce qu'on aura un deuxième sapeur-pompier professionnel de Lyon, c'est Tahar Manahi. Bonjour. Bonjour et bienvenue, en tout cas dans cette émission. C'est la première fois qu'on a des pompiers en émission. On a des sportifs, des artistes, etc. Mais pas encore des pompiers. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir sur ce canapé rouge en plus, le rouge. Comme les sapeurs-pompiers. Ah voilà, donc c'était écrit. C'est le canapé rouge de Léon Bérard et de l'IHOP notamment. On a tous nos invités ici au plateau. Alors déjà Amélie, tu vas un peu nous parler du partenariat et pourquoi aussi la venue des sapeurs-pompiers ici au centre Léon Bérard dans le cadre de cet événement. Eh bien oui, tout à fait. Du coup, en plus je suis avec Tahar, avec qui tout a commencé. Le projet avec les pompiers a commencé il y a 2 ans avec un jeune qui ne me croyait pas quand je lui disais que j'étais pompier. Du coup, qui m'a demandé la vidéo avec un vrai pompier.
Et du coup, Tahar a accepté de jouer le jeu et a fait une vidéo pour lui présenter un petit peu le métier et le challenger. Et depuis ce jour-là, les idées ont un peu fusé dans nos têtes, un Tahar, un moi, et puis depuis, avec toute la caserne de la Madeleine, dont on dépend, lui en tant que pompier pro, moi en tant que pompier volontaire. Et cette année 2024 a été un grand signe pour nous parce qu'on a signé cette convention l'année du centenaire de la caserne. Donc c'est un beau projet qui s'est concrétisé et qui permet de mettre en lien des enfants avec des professionnels à la fois de l'activité physique parce que ça reste un métier bien physique et qui reste au contact de la population en permanence. Donc ça a du sens aussi pour tout le monde. Et ça a du sens aussi particulièrement pour toi puisque tu es, comme tu l'as dit, volontaire au sein de cette caserne. Donc justement, je vais y venir à la caserne de la Madeleine, auquel nous avons donc notre invité Tahar, mais on a aussi Pierre Teodorescu qui nous a rejoint, qui est juste à côté, qui prendra également le micro. Alors Tahar déjà et Pierre même, les questions pour vous deux. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici au sein de l'IHO Léon Bérard, hormis bien sûr le projet d'Amélie? Tout simplement parce que je pense qu'il est important que notre entité contribue de près à ces actions. Pour les enfants, le métier de pompier, c'est souvent un rêve qui paraît lointain. On a tous entendu dans nos familles un enfant qui disait « moi, quand je serai plus grand, je voudrais être pompier, je voudrais monter dans les camions, etc. » C'est une manière de leur faire toucher du doigt, de rendre accessible ce rêve à des enfants qui sont hospitalisés. Donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à la caserne, là c'est la caserne qui se déplace à l'hôpital et qui permet de les sensibiliser et de leur montrer ce qu'on fait, de leur parler de notre quotidien de façon très simple, mais d'essayer de les faire rêver, tout simplement. Et c'est vrai que c'est généralement l'inverse, c'est plutôt les enfants, nous publics, qui nous déplaçons à la caserne quand il y a des formes de portes ouvertes, notamment avec des initiations. Là, c'est plutôt l'inverse. Pierre, ton ressenti dessus, justement, sur ta venue ici aujourd'hui, le sens que ça peut avoir. Alors moi je partage tout à fait l'avis de Tahar, mais pour pas paraphraser tout ce qu'il vient de dire, en fait moi je pense que c'est plutôt les enfants là qui m'ont fait rêver, parce que du coup moi c'est la première fois que je viens cette année, parce que c'est la deuxième fois où on peut participer, et quand on voit en fait le courage, j'allais dire, enfin la manière d'être de ces enfants qui sont juste extraordinaires, c'est presque eux en fait qui nous donnent une petite leçon de rêve. Alors même si on a un métier un peu particulier, qu'on a vu des sportifs, on sait très bien qu'on est dans une bulle et que c'est juste une après-midi, je pense que ça leur apporte beaucoup, mais je pense que j'ai pris peut-être 2 fois plus de bonheur que eux, et je les en remercie déjà pour ça. Et voilà, moi c'était mon ressenti par rapport à cette journée. C'était aussi le même ressenti qu'on a eu avec Martin, un joueur de rugby au Loup, un joueur professionnel, qui a aussi un ressenti équivalent au vôtre qu'on a eu en émission juste avant vous. Autre question, comment pensez-vous que le sport, l'activité physique même en général, peut aider à surmonter les moments difficiles? Donc ça, Amélie a déjà répondu, et vous, Tahar et Pierre. Je vais laisser Pierre commencer par... Qui est aussi entraîné, hein, Amélie l'a dit, les pompiers c'est un métier aussi physique, aussi intellectuel, parce qu'il faut quand même réfléchir également, mais c'est aussi un métier physique. C'est vrai que c'est une des phases du métier qu'on oublie souvent, hein. On associe souvent le métier de pompier à quelque chose de très physique, mais il y a une partie quand même réfléchie qui est hyper importante pour le bon déroulé des interventions. Mais pour en revenir au sport et le parallèle qu'on peut faire entre le sport, les pompiers et ces enfants qui ont des objectifs en fait à atteindre, eux au niveau santé, on parle souvent de mental, alors peut-être parfois à tort et à travers, moi j'ai un gros mental, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Je pense qu'en fait ces enfants-là doivent atteindre un objectif et arriver à vaincre une maladie avec toute la bienveillance qu'on peut mettre autour d'eux, mais ce sont des sentiments en fait qu'on ressent dans le sport lorsqu'on se fixe des objectifs, et Tahar pourra mieux en parler que moi parce qu'il y a un sport individuel qui nécessite quand même beaucoup d'abnégation et d'entraînement pour arriver à atteindre son objectif, et ça c'est quelque chose qu'on partage, que tous les sportifs de près ou de loin, avec des compétitions de niveau département ou international, lorsqu'on se fixe quelque chose, en fait, on doit mettre des process en place pour arriver à atteindre ses objectifs.
Oui, il y a un bel échange qui a été fait entre Tahar et Rémi, justement, sur la course à pied, me semble-t-il. Tout à fait. En fait, on a une petite... On ne va pas rentrer dans notre intimité, mais Rémi et moi, on partage le même kinésithérapeute. Pardon. Oui, parce qu'on est amené à se croiser, soit sur des événements de course à pied. Rémi, qui était juste à ma place quelques minutes auparavant, prépare une course. Et effectivement, on a l'occasion d'échanger sur la philosophie de la course à pied, du trail plus particulièrement, mais également de la question que tu posais de qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, pourquoi le sport est un moteur aussi important pour ces enfants comme pour nous dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'être sapeur-pompier ? Moi, c'était un rêve de gosse. Enfant, oui. Ouais. Tahar, toi, c'est pour alors, moi, pas du depuis tout. l'enfance. Moi, pas du alors, tout. Pierre, pas du tout. Je suis arrivé, mais alors complètement par hasard. Il y avait une porte ouverte à la caserne. C'est presque ça. Alors, je fais un peu de musique aussi à côté de ça. Et il y a un sapeur-pompier professionnel qui s'appelle Jérémy, je vais pas citer son nom, mais qui un jour, on était en 3e ensemble, et il me dit viens avec ta guitare, moi je fais du violon, viens me chercher à la caserne. Et en fait, je suis allé le chercher à la caserne. Il y avait une manœuvre qui se déroulait. Le chef de centre m'a parlé, et du coup, de fil en aiguille, je suis rentré chez les pompiers volontaires. J'ai été mordu. Les pompiers de Paris, puis les pompiers à Lyon. Mais c'est quelque chose qui est arrivé sur le tard, c'était pas du tout un rêve d'enfant. Moi, je me destinais à quelque chose dans le sport et dans le social, c'était quand même 2 dominantes que j'avais. Et quoi de mieux que les sapeurs-pompiers pour mêler les deux activités, quoi. Alors, comment vous vous préparez avant une intervention ? On se prépare pas. On n'est jamais prêt, en fait. Ça sonne et on monte dans le... Non, la préparation, elle est bien en amont de tout ça. La préparation, elle se fait tant sur les semaines et les mois qu'on passe en centre de formation pour devenir pompier professionnel ou même pompier volontaire. Elle se passe également dans les exercices qu'on fait en caserne. La préparation, chez nous, elle se fait en amont. Comme disait tout à l'heure Pierre, pour ne pas dire Pierrot, en fait, il y a toute une phase réfléchie avant qu'il y ait une phase réflexe en fait, dans notre métier. C'est aussi ça qu'on a tendance parfois un peu à oublier. C'est qu'on a des doctrines, on a des documents sur lesquels s'appuyer qui nous permettent d'apprendre, etc., notre métier, et un fil rouge. Puis en fait, on est là pour tenir ce fil rouge jusqu'au bout de l'intervention. Et notre condition physique, pour revenir sur l'aspect de la condition physique, nous permet en fait de pouvoir répondre justement aux différentes interventions sur lesquelles on intervient, que ce soit du secours à personne, que ce soit pour un feu, que ce soit pour des opérations diverses. Notre réponse à nous, elle doit être en tout temps, donc c'est pas au moment où ça sonne. Donc il faut être prêt bien avant et s'entraîner durement, physiquement, intellectuellement également, être disponible aussi, ça c'est important mentalement d'être disponible. C'est aussi le cas des sportifs, avant de rentrer sur un terrain, il faut qu'ils soient au maximum de leur forme physique mais aussi psychique, être disponible. On a un jeune avec nous de l'IHOP qui a aussi des questions à vous poser. Alors ton prénom ? Winner, tiens je te donne le micro et Winner c'est toi qui vas leur poser les questions. Prédestiné comme prénom. Exactement. Je voulais demander, en fait, comme on est à la radio, j'imagine que si j'entre dans un taxi, par exemple, et il allume la radio, en ce moment, il nous entend. Alors du coup c'est plutôt une question qui m'est destinée. Alors je vais te répondre Winner. Alors c'est une web radio, donc en fait on pourrait diffuser une radio hertzienne, c'est sur les ondes, donc que tu as dans le taxi notamment par exemple, sur les postes, l'ancienne génération, on va dire ça comme ça. Et on a aussi la web radio qui peut aussi diffuser en direct. Là c'est uniquement en podcast, ça veut dire qu'on a l'émission, on l'enregistre, on se met dans les conditions du direct. Le but c'est pas de relancer à chaque fois parce qu'on s'est trompé, tiens on recommence. On le fait en direct et puis après on l'enregistre et en post-production avec un ordinateur on va retravailler un petit peu la piste pour gommer 2-3 petites choses. Comme tout à l'heure on a eu un tout petit bug justement sur la carte SD qui a annoncé attention il restait que 15 minutes, donc ça peut bloquer à un moment donné l'enregistrement, donc on reprend et ça en post-montage on ne l'entendra pas, voilà. Mais donc ce n'est pas diffusé en direct, voilà. S'il y a des questions justement à poser à Tahar et à Pierre, justement son métier de pompier, parce que je crois que tu as assisté à leur atelier, on va en parler justement juste après, ça va être un peu le contenu des ateliers que vous avez présentés aux jeunes aujourd'hui. Maintenant,
j'aimerais bien poser une autre question aux pompiers. En fait, comment vous faites pour trouver l'eau? C'est une très bonne question, champion. Eh bien, est-ce que tu as déjà fait attention quand tu regardes autour de toi, quand tu te balades dans la rue, il y a plein de petites bornes qui sont rouges. Est-ce que tu les as déjà vues? Oui. Ouais. Et bien, dans ces bornes-là, nous, on a une clé magique qui nous permet de les ouvrir. Et quand on l'ouvre, il y a de l'eau dedans. Et ça nous permet de le brancher à notre camion. Et avec notre camion, et ben après, on peut éteindre les feux. Donc, parfois, j'en vois dans les dessins animés, et quand il y a quelqu'un qui se cogne dessus, en fait, ça se casse et il y a de l'eau qui sort à pleine force. C'est exactement ça, champion. Tu as tout à fait raison. Donc, dans les trucs rouges, il y a de l'eau dedans. Ouais, et le mot exact, ça s'appelle des poteaux incendies. Et si vous vous arrêtez quelque part où il n'y en a pas? Eh ben, on a une petite solution, c'est qu'on a de l'eau dans le camion pour éteindre les feux. Parce que si vous en avez pas de poteau, je croyais que vous allez paniquer. Mais en fait, vous allez déplacer un poteau et vous allez le mettre au côté. Vous allez suivre le tuyau et en fait, vous allez trouver un poteau et vous allez mettre dessus. C'est ça. L'idée, c'est qu'on trouve toujours une solution. Nous, notre métier à nous, c'est d'apprendre à se débrouiller et de trouver toujours une solution. Alors je crois qu'aussi, il y a dans les immeubles aussi, il y a une arrivée d'eau justement qui permet aux pompiers de s'alimenter. Alors c'est plus spécifique, je pense que vous faites allusion aux colonnes sèches. Alors ça, du coup, c'est nous qui les alimentons en eau. Il n'y a pas d'eau dedans, mais c'est nous qui mettons l'eau dans ces tuyaux-là. Grâce au poteau incendie. Ah, en fait, et maintenant j'ai une autre question. Pourquoi vous utilisez plus souvent les vrais camions de pompiers avec l'échelle et tout? Parce que hier par exemple, il y a un ami qui s'est cassé la cheville. D'accord. Et en fait, j'ai vu les pompiers, ils avaient porté même habit, mais en fait, ils étaient venus avec une ambulance. Ils étaient venus parce que chez les pompiers, on fait plusieurs choses. On a des camions qui s'appellent des ambulances, qui peuvent venir aider les gens quand ils se blessent. On a des grandes échelles, on a des fourgons pour éteindre le feu. Donc les grands camions, c'est fait spécialement pour l'incendie. Exactement. C'est pourquoi il y a l'échelle. Et l'échelle, c'est pour soit éteindre les feux, soit pour aller chercher les gens qui sont coincés très haut. Et vous avez pas peur Moi, j'ai une question à te poser. Parce que toi, tu me poses des questions depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux pas venir visiter la caserne, un de ces quatre, avec maman? Oui. Ouais. Et comme ça, tu pourras poser toutes ces questions et puis tu auras les réponses à toutes tes questions. Est-ce que ça te dit de venir? Ok. Donc, du coup, tu as une invitation pour venir à la caserne des pompiers de la Madeleine. Merci. Eh bien super, le rendez-vous est pris, donc Winner juste après l'émission, voilà, vous allez caler tout ça avec sa maman. Super, c'est vrai qu'il y a tellement de questions à avoir sur les pompiers, parce que c'est vrai que les manœuvres, les différents véhicules et tout, c'est en tout cas hyper intéressant. Donc tu vas pouvoir justement, tu as une belle invitation là, tu vas pouvoir poser toutes tes questions et même j'imagine tester un petit peu les camions, voir un peu ce que ça fait de monter dans un camion. Voilà, ça fait partie de la visite en général. Les enfants qui sont les plus érudits en dehors d'une caserne arrivent et ont une forme ils sont impressionnés par rapport à la taille des camions et le fait de les monter à l'intérieur. Ils sont presque statiques alors qu'ils avaient qu'une envie, c'était ça. Mais en général, comme tous les enfants, au bout d'un quart d'heure, ils arrivent à trouver leur marque et là, ça devient beaucoup plus animé. Alors les questions qui ont été aussi posées par les enfants, généralement on les pose aussi notamment aussi aux sportifs et aux sportifs. Là aux pompiers, du coup pour le coup, l'alimentation pour un pompier. Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique? Alors ça rigole. Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique avant les départs? Alors avant les départs, non, en fait c'est une alimentation classique. Après, je pense que le métier de sapeur-pompier ne nécessite pas forcément
une alimentation hyper adaptée. En revanche, comme la plupart des sapeurs-pompiers ont des objectifs sportifs, là ils adaptent en fait, mais ça va de pair en fait avec le métier. Moi par exemple, j'ai pas forcément d'objectif sportif avec des compétitions, si ce n'est dans le tennis, mais ça reste des matchs classiques. Non, en fait j'ai la philosophie inverse, c'est-à-dire que je fais beaucoup de sport pour me permettre de manger à peu près ce que je veux. Donc en fait, il faut surtout pas que j'arrête le sport. Voilà. Souvent les gens font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils adaptent en fait l'alimentation pour pouvoir faire du sport et être efficace dans leur sport. Moi c'est l'inverse, je fais beaucoup de sport, mais ce qui me permet en fait de manger ce que je veux. On a bien vu le signe. Tahar, pour toi. Non, je rejoins Pierre dans cette idée. Quand notre alimentation, elle n'est que de juste manger matin, midi et soir et de répondre à des besoins essentiels, pour la simple et bonne raison que ne peut pas non plus se permettre de sauter des repas parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on part en intervention. Notre enjeu, plutôt pour nous, il est juste là, c'est d'avoir une hygiène alimentaire, une hygiène de vie à peu près saine et à peu près équilibrée pour pouvoir répondre à nos besoins professionnels. Et une nouvelle fois, pour citer Pierre, je vais citer beaucoup de fois Pierre aujourd'hui, c'est plutôt les pompiers qui sont athlètes, qui ont des régimes un peu spécifiques, etc. Alors, qu'est-ce que le métier de pompier vous a appris sur la vie ? Vous avez 2 heures et 4 feuilles doubles. Là, en fait, on bosse ce soir, donc je ne suis pas sûr qu'on ait assez de temps pour répondre à cette question. Non, sans plaisanter, en fait, je pense que de manière générale, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, mais je pense que Tahar partage mon point de vue, mais il y a une sorte de relativité, en fait, par rapport à la vie et aux petits pépins. Parfois, quand on arrive dans nos foyers où on partage nos vies avec un conjoint ou une conjointe qui nous rapporte des soucis du quotidien, qui sont des vrais soucis, mais qui, à l'échelle et avec le prisme que l'on a dans notre métier, font relativiser beaucoup les choses. Et parfois, simplement, on a ce pouvoir-là, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on leur dit « ouais, ok ». Par exemple, on vient de passer une après-midi comme celle-ci, ici, là, à Léon Bérard, avec des petits qui, eux, ont la banane et qui n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre avec la vie. Et quand on nous rapporte un petit pépin de la vie parce qu'on a crevé un pneu de voiture, c'est sûr que sur le moment, c'est très embêtant. Mais en fait, voilà. Et je pense que cette notion-là, pour moi en tout cas, elle est hyper importante et primordiale. Et dans mon métier, effectivement, comme on est en contact quand même régulièrement avec des choses graves et parfois terribles, ça nous fait énormément relativiser. C'est-à-dire qu'on a, je pense, tous à peu près ce même filon, c'est qu'on est plutôt des personnes avec une bonhomie régulière, plutôt positif en fait dans la vie. On ne pourrait pas aborder ce genre de métier, ou même infirmière ou des personnes accompagnant des enfants ici, si on avait un esprit plutôt négatif, quoi. Tahar, ça rejoint un petit peu ce que dit Pierre ? Complètement. On est, je vais ajouter juste un élément, je me considère presque comme un privilégié dans cette société où malheureusement les gens font appel à nous quand ils sont en détresse. On n'appelle jamais les pompiers quand tout va bien. Et pour rejoindre Pierre là-dedans, c'est que forcément nous on se doit de répondre à ce besoin et à cette demande d'urgence. Et on a accès à toutes les strates de la société, du plus riche au plus pauvre, et de l'urgence la plus grave à parfois la détresse la moins importante, mais qui nécessite quand même qu'on soit là. Et effectivement, ça nous permet de poser un regard sur la vie et sur la vie de tous les jours, de façon un peu plus joyeuse et un peu moins grave. Si vous pouvez donner un conseil, dernière question aux jeunes qui nous écoutent, aux moins jeunes aussi, sur le fait d'être pompier, quel conseil vous pourrez leur donner ? Moi, je commence. En premier conseil, en fait, je pense que c'est comme dans la vie, et j'allais dire, c'est même pas que être pompier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un rêve, c'est rien de plus qu'un objectif. Un objectif, on se l'applique, on passe par des phases pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, c'est pas simple d'être sapeur-pompier professionnel aujourd'hui, même volontaire. C'est pas donné à tout le monde, comme je rejoins Tahar, c'est moi qui le copie cette fois, mais effectivement, je m'estime privilégié de pouvoir faire ce métier-là, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde. Ne serait-ce que la vue du sang, on pourrait adorer être pompier, mais ça pourrait nous bloquer. Nous, on a la chance de ne pas être trop impacté par ça. Donc après, voilà, c'est un objectif. À partir du moment où on a un objectif,
on se renseigne, on voit, on se rapproche, on a des possibilités pour s'entraîner et puis atteindre les concours, les passer, les réussir, intégrer une instruction, une compagnie et puis en faire sa carrière si on en a envie, quoi. Rien lâcher, quoi, de manière générale. Le conseil que tu pourrais donner? Non, rien lâcher déjà pour Pia, bien sûr. Moi, l'échec fait partie du processus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter au premier échec. Il faut aussi bousculer un peu les codes. Ça reste une institution qui a beaucoup de codes, mais il ne faut pas hésiter à frapper à la porte. C'est-à-dire que il y a plein de jeunes qui te disent moi je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où aller chercher l'information, ou en tout cas je ne sais pas comment la prendre. En fait, il ne faut pas hésiter, il faut aller frapper à la porte. Bonjour, je voudrais devenir jeune sapeur-pompier, je voudrais devenir pompier volontaire ou professionnel. Comment on fait? Est-ce que vous pouvez prendre 3 minutes pour m'expliquer? Et je pense que quand on fait ce premier pas, déjà on commence à toucher du doigt son rêve. Et peut-être qu'on va être confronté à 1, 2 ou 3 échecs. Je pense que Pierre comme moi, on n'a pas eu des carrières toutes lisses où tout s'est très bien passé. Mais on a redoublé d'efforts, on s'est préparé 2 fois plus dur. Et pour in fine aujourd'hui être pompier professionnel à Lyon. Et je pense qu'on est très heureux tous les deux des bouts de carrière qu'on mène. D'ailleurs, un petit mot là, de la fin pour vos collègues de la caserne de la Madeleine, que vous allez retrouver tout à l'heure, c'est ce soir. Oui, tout à fait. Un petit mot de sympathie, c'est que, comme le disait Amélie tout à l'heure, on a fêté nos 100 ans cette année. C'est pas anodin, je pense que tout le monde n'a pas l'occasion dans sa carrière de célébrer les 100 ans de sa caserne. C'est 100 ans d'histoire, c'est 100 ans d'intervention. À l'A2, on a un slogan qui dit qu'à l'A2, on est les plus heureux. Et c'est une réalité. Donc j'ai un petit mot de sympathie pour tous mes collègues de l'A2 aujourd'hui. Pierre? Ouais, exactement. Et puis en fait, nous on a encore de la chance dans nos plannings respectifs. On a pu se rendre disponible pour aujourd'hui. On a pas mal de collègues aussi qui souhaitaient venir et qui malheureusement n'ont pas forcément pu, mais c'est pas grave. Je pense que l'expérience se renouvellera si elle s'est bien passée. Et à ce moment-là, ils pourront voir d'autres pompiers. Alors ça ne sera pas forcément les meilleurs, puisque les 2 étaient là aujourd'hui, mais ils auront quand même la chance de pouvoir connaître d'autres personnes. Amélie, un petit mot de la fin, notamment aussi peut-être un petit coucou aussi à faire à ta caserne, et un petit mot de la fin justement sur cet événement organisé bien par toi et tes équipes APA au centre Léon Bérard. Déjà, je vais remercier très sincèrement la caserne de la Madeleine qui m'accueille en tant que volontaire, mais accueille aujourd'hui surtout ce métier passion que je fais auprès des enfants, qui accueille les enfants une fois par an à la caserne, qui leur permet de rêver, comme disait Pierre tout à l'heure. Et voilà, merci pour leur investissement, de répondre présent quand je les sollicite, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour les demi-journées comme aujourd'hui. Je pense que, comme l'a dit Pierre, tout le monde prend des leçons, autant eux que les enfants, autant moi aussi. Ça me fait très plaisir aussi de les voir en dehors de la caserne, parce que ils me connaissent avec l'uniforme, mais ils ne me connaissent pas forcément en dehors. Donc en tenue d'enseignante APA. Voilà. Et puis aussi, comme disait Tar, cette année on a fêté les 100 ans. C'est une année en plus qui a été symbolique du coup par la signature de notre convention. Et je vais remercier Rocha encore et la Madeleine, qui est la même caserne, mais d'avoir offert les bénéfices d'une journée à la recherche contre le cancer pédiatrique. Voilà, on a mené une belle journée porte ouverte et une partie des sous récoltés reviennent à la recherche. Donc c'est aujourd'hui clôturer le mois de septembre en beauté avec cet événement. Et une belle clôture aussi d'émission avec vous. Merci bien d'avoir répondu à nos questions et pour ces beaux échanges qui permettront peut-être à certains et à certaines de franchir le pas et d'aller au bout de leur envie, de leur passion, notamment envers les sapeurs-pompiers. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, on se retrouve bientôt bien sûr pour d'autres événements. Et Octobre Rose, je dis 15 jours, mais non, c'est dans une semaine. Une semaine maintenant. Une semaine maintenant, Octobre Rose au sein du centre Léon Bérard. Merci.